Dans cette grande bagarre, dans cette grande guerre, les généraux, ils vont désigner un ennemi principal. Hassan. Oui. C'est les femmes. C'est les femmes. Ils ne comprenaient pas qu'après une bataille et qu'après nos pertes, le feu reprenait. Ils pouvaient tuer le Ouladriyah, ils les enfument, mais juste après l'enfumade, il y a d'autres Ouladriyah, y compris parmi qui se lèvent, qui se soulèvent. Et ils constatent quelque chose, ils disent, nous ne pouvons pas vaincre ces Arabes, ils nous appellent comme ça, c'est à cause du fanatisme. Hassan, Zemmour, Oui. qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? C'est le fanatisme. Oui. Et voilà, c'est ce que disait pour Byzance. Comment il y a la répétition, la permanence des mêmes. Et il signale, c'est un général qui dit la source du fanatisme, c'est les femmes. C'est elles qui apprennent à leurs enfants, qui les éduquent dans l'esprit de la résistance. Et alors, dès le début de la guerre, que nous mène la guerre de conquête, que nous mène l'armée française, la première armée du monde, il y a trois côtés. Il y a le côté de la guerre pure, c'est-à-dire des techniques militaires, dans lesquelles ils ne sont pas réellement supérieurs à nous, du point de vue du moral de la guerre, du point de vue du courage de la guerre. Bien qu'ils soient la première armée du monde face à des armées tribales. Et encore, ce n'est pas une armée algérienne, c'est-à-dire qui se bat de la frontière est à la frontière ouest. Non, c'est des armées toujours qui ont été régionales. Les Abdelkader de l'ouest jusqu'à Médéa, la Kabylie, etc. Parce qu'il y a eu quand même des troupes d'Ali Abdelkader en Kabylie sous les ordres de Bessel. Oui. Khalifater. Oui. Bessel. Oui. Comme à Médéa, c'était le Ben bras. Allel, c'était Ben Allel d'abord. Non, Ben Allel, c'est Miliana. Ah, Milgana plutôt. Hein. Milgana. Oui. C'est des Mohamed Ben Allel sur lequel je vais revenir. Tiens, il faut me poser une question sur Ben Allel. C'est des Mohamed Ben Allel Mbarak. Qui a été exécuté et puis son corps a disparu jusqu'à nos jours. On n'a jamais retrouvé. Oui, et sa tête a été envoyée à sa mère. Oui. Je voudrais parler de lui pour une question très très importante. Oui. Ce n'est pas donc, s'ils avaient eu la résistance sur l'ensemble du territoire, jamais ne l'auraient gagné. Donc la première chose, c'est qu'ils nous mènent une guerre qui est une guerre inégale, mais dans laquelle ils n'arrivent pas vraiment à vaincre. Ils nous mènent une deuxième guerre. Deuxième guerre. Qui est la plus terrible. Il faut absolument que les gens s'en souviennent. C'est la guerre de la terreur contre les populations civiles. Oui. L'armée française vient et elle massacre. Elle massacre des tribus entières. Elle massacre des femmes, des enfants, des vieillards. Quand la bataille se déroule, il n'y a plus de survivants. C'est le cas des Ouladriyah. Et avec quelle jubilation, avec quel plaisir pervers, ils racontent leur propre à Zaatcha. À Zaatcha, il dit tout le monde. Il dit tout le monde. Tout le monde, oui. Tout le monde. Mais la dernière scène, c'est que c'est la femme de... C'est Bouzienne. C'est Ahmed Bouzienne, sa femme, son épouse, qui a une épée à la main et qui a son fils qui est accroché à son cervelle. Ouais. Elle se bat et ils vont l'égorger, son fils. Ouais. Elle est la deuxième. Ça, c'est des crimes impardonnables. On veut, nous, les faire oublier. Mais pour des raisons actuelles. Et c'est des raisons actuelles, nous les retrouvons à l'époque. La troisième guerre qu'ils nous mènent, c'est qu'ils arrivent. Les Algériens ne savent pas ce que c'est que le colonialisme. Mais même les Français ne savaient pas tout à fait ce que c'était le colonialisme. Nous saurons ce que c'est que le colonialisme, d'un point de vue théorique, d'un point de vue scientifique, à peu près 50 ans après. Le mot colonialisme désignait simplement l'installation
d'un groupe humain quelque part. On dit c'est une colonie. Et ils croyaient qu'ils allaient avoir affaire aux Français comme aux Turcs. Ils vont venir, ils vont s'installer à Alger, ils vont demander des taxes, on va leur donner des taxes, et puis nous on va rester tranquille. C'est là où intervient Sidi Mohamed Ben Allal, Sidi Mohamed Ben Allal Mbarak. Parce que son oncle... Il faut dire qu'il était jeune, hein. Il avait 20 ans, le bonhomme. Très très jeune. Oui. Il avait son oncle. Sidi Mohamed Mbarak, si jamais il nous écoute, je le salue, qui est un grand ami à moi, qui est son descendant, qui a écrit un livre qui s'appelle Une tête dans le sac de cuir. Et son oncle, il était le chef d'Al-Azaouia, il voit les Français arriver, les Français commencent à s'installer, et puis il commence à y avoir des exactions. Il commence à prendre des biens. Les tribus, les tribus Taramitija. D'abord, les tribus avaient résisté aux Français. Les Hadjout avaient résisté. À Qli'a, on a résisté. Oui, Qli'a, Bni Mnassar. Les Bni Mnassar à qui on a enlevé les terres. C'est une résistance héroïque. C'est une résistance héroïque. C'est une résistance héroïque. Ils ont mis la panique aux troupes françaises. Ils leur ont mis la panique. Mais au moins, ils pensaient que les Français allaient venir s'installer à Alger, ou à Oran, et puis après, ils vont exiger des taxes. Des taxes, comme le faisaient les Turcs. Parce que le système turc, qu'est-ce que c'est? Ce qui les intéressait, c'est le contrôle des routes commerciales. Les routes maritimes qu'ils contrôlaient à travers les corsaires, etc. Si on paye un impôt, le tribut de passage, l'impôt de passage, c'est bon, vous passez, sinon, vous êtes pillé. Et sur les routes terrestres, c'est la même chose. Les routes terrestres, à l'époque, c'était deux routes principales où se drainaient des richesses incroyables. C'est la route du Soudan et c'est la route du Ghana. T'as l'empire du Ghana. Oui. Et la route vers l'empire du Soudan. Alors l'empire du Soudan est passé par la route actuelle. C'est la route des caravaniers à l'époque. Oui, on avait des caravaniers, nous et les Marocains. Oui. Sur l'empire ghanéen, à travers Sidi el Messa, pour les il faut aux auditeurs, il faut préciser juste à nos auditeurs qu'il s'agit donc du Soudan français, c'est-à-dire l'actuel Mali. C'est bien de préciser, quand on parle des routes caravanières, M. Bahamidi. Non, c'était à l'est. C'était à l'est du Mali. C'était pas uniquement le Mali. Oui. Le Soudan, englobe toute la région sud-sud-est. Vous prenez Touareg, c'est sud-sud-est. Donc, ils ont directement soit le Mali, vers l'est, c'est-à-dire le Niger, jusqu'au Soudan. Jusqu'au Soudan, oui, actuel. Tandis que la route, t'as l'Empire du Ghana, c'est par le Sénégal, si on veut. Alors, par le Sénégal, il y avait, par les Marocains, ils disaient Tefilelt, et la route, on passait par une autre route qui aboutissait à Hunayn. Hunayn, actuel, enfin, dans la région de Benessaf. Et ce qui les intéressait, c'était le contrôle de ces routes commerciales. Voilà ce qui les intéressait. Et pour gérer les populations algériennes, les Turcs nommaient des Cheikh l'Arab. Oui. Voilà, ils se goulaient Cheikh l'Arab. Et ils géraient les gens. Ils ramenaient dans un système très compliqué, ils ramenaient les taxes. Mais enfin, les Turcs ne se mêlaient pas de notre vie. Et les Algériens croyaient que ça allait être ça. Quand les Français arrivent, il y a des familles algériennes, des clans, quasiment des clans de tribus, qui servaient les Turcs contre les Algériens depuis des siècles. Prenons un cas. Zaatcha. Celui qui tue la femme, c'est Ahmed Bouziane, et qui tue l'enfant, c'est Bengana. C'est Bengana. Oui.
Parce que la famille Bengana, depuis 3 siècles, servait les Turcs contre nous. Et quand ils arrivent, les Français vont immédiatement utiliser ces tribus ou ces familles qui étaient au service des Turcs et qui vont passer au service des Français. Et donc le 3e grand crime de la colonisation française, c'est de générer à l'intérieur de notre peuple des divisions fratricides, des espèces de guerres civiles entre nous, les résistants, et entre ces clans qui vont servir la France. Le cas le plus horrible, le plus sale, c'est les Bengalas, dont on a ramené la petite fille là pour récemment et on est pour le réhabiliter. Mais dans toutes les régions, nous avons eu ça. Par exemple, nous avons eu ça à Médéa. Alors, l'idée de diviser pour régner a été utilisée pendant l'occupation, pendant la guerre de libération nationale, mais même aujourd'hui, dans la politique du Lyon néocoloniale. Oui, mais Hassan, il faut distinguer 2 choses. Oui. La division, qui dès le départ, avant même que les Français arrivent, avant même que pas les Français, l'armée française, l'armée d'occupation arrive, ils avaient commencé à faire des études ethniques. Oui, les orientalistes, les femmes orientalistes qui ont fait des études. Ils ont fait, en dehors des savants, en dehors des années Lesmo, ils avaient les consuls qui étaient là, et qui sont de véritables centres d'espionnage. Ils faisaient des rapports à Paris sur ce qu'est l'Algérie, comment ça fonctionne, etc. Et puis quand ils vont venir, ils vont mettre des savants là-dessus. Ils vont étudier l'ensemble des tribus algériennes en notant tout ce qui peut différencier les tribus entre elles et même à l'intérieur des tribus. Mais, Hassan, ce que je voulais dire, ce sont 2 choses distinctes. Diviser pour régner, c'est jusqu'aujourd'hui. Moi, je parlais de l'autre crime. C'est de soulever, d'utiliser des autochtones contre des autochtones. C'est introduire la guerre civile. Et donc, ces 2 axes, diviser pour régner, ça dure jusqu'à aujourd'hui, mais utiliser des fractions du peuple algérien qui sont intéressés à l'alliance avec le colonialisme contre leurs frères, eh bien, ils l'utilisent encore aujourd'hui. Ils l'utilisent de façon aggravée, très aggravée, pas uniquement chez nous. Il faut que nos jeunes sachent qu'on a envoyé des tirailleurs algériens de partout, d'un gars d'Algérie, pour réprimer la révolte en Syrie. Des Algériens sont partis défendre la France en Syrie en tant que militaires. C'était de Bsif Alium, parce qu'ils étaient soldats. Et bien ce qui était bien, c'est que de Syrie sont revenus des soldats qui avaient rencontré des frères qui étaient là-bas, qui étaient colonisés. On nous a utilisés pour aller combattre les Indochinois. On nous a utilisés pour combattre les Sénégalais. Ils ont soulevé, ils ont utilisé des peuples contre d'autres peuples. Bien sûr, ceux qui sont partis en Indochine, c'est comme ceux qui sont partis en Syrie. Il y en a qui sont revenus. Il y en a même qui sont revenus communistes, puisque l'insurrection vietnamienne, indochinoise, était communiste. Et ils vont, mais pas seulement, je veux dire, la grande masse des gens qui ont survécu en Indochine, qui n'ont pas été arrêtés donc, par les communistes, qui n'ont pas été travaillés par les communistes, eh bien c'est eux qui ont été les fers de lance, le premier soldat réellement formé de l'ALN. Le 1er novembre, c'est ça. Ils ont appris à leurs frères à utiliser les armes. Ce crime colonial, non seulement il est impardonnable, mais il se perpétue aujourd'hui. Il se perpétue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire une dernière, peut-être encore du colonialisme? C'est que lorsque Mohamed Ben Allel, il va discuter avec son oncle, il dit mais ces types-là, ils sont en train de nous agresser. Il lui dit attends, peut-être qu'on va voir comment ça va s'arranger, etc. Mais jusqu'au jour où son oncle s'aperçoit qu'il n'avait rien à faire, qu'il fallait passer à la lutte armée. Mais Mohamed Ben Allel,
l'émirat Abdelkader, Moukarani, ne savent pas ce que c'est que le colonialisme. Ils ne le savaient pas. Ils ne savaient pas que le colonialisme, c'était derrière l'agression militaire, derrière l'agression culturelle dont nous avons parlé, le racisme, etc., derrière l'agression religieuse, parce que ce pays laïque est venu avec devant les armées l'évangile, comme il a fait Trump. C'est-à-dire, on nous raconte qu'il gouverne au nom de la démocratie, et quand la crise arrive et que la vérité éclate, il gouverne au nom de l'évangile. Bon, ça. Ils ne savaient pas que c'était un système économique et social, que c'était la concurrence entre les puissances capitalistes. L'Angleterre et la France faisaient qu'ils avaient besoin d'aller chercher des ressources à l'extérieur, d'aller chercher des ressources par le pillage, mais non pas le pillage qu'ont fait les Espagnols, les conquistadors en Amérique latine, c'est-à-dire prendre l'or et le mettre dans les caisses du roi d'Espagne. Il fallait que le pillage devienne un pillage systématique. C'est-à-dire qu'il fallait rester sur place pour prendre de façon constante les richesses. Et il se définit le colonialisme, derrière tout ça, la vérité fondamentale, c'est qu'ils avaient besoin d'un marché de matières premières à bon marché, c'est-à-dire pas cher du tout, dans les hommes, c'est-à-dire dans les travailleurs, qui étaient soumis à l'esclavage colonial, et un débouché pour leurs matières premières, pour leurs produits industriels. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'installer l'échange inégal d'un monde qui était dominant parce qu'il avait une avance sur le plan industriel, économique, militaire, etc. notamment. Et le colonialisme, donc, il ne va pas se finir. Il ne se termine pas parce qu'on a vécu militairement, comme l'Indochine a fait, comme nous avons vécu politiquement la France. Il ne se termine pas comme ça. Est-ce que l'indépendance d'Algérie, on est à la veille de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance, on dit qu'aujourd'hui c'est clair que l'indépendance de l'Algérie reste au travers de la gorge. Oui, elle va rester longtemps au travers de la gorge. Le problème, c'est que la France a reconquis sa position en Algérie comme puissance néocoloniale. En nous blousant. Parce qu'au début, nos aînés, nos frères, nos papas, nos grands-papas, les immenses Ben Boulaïd, Ben Mehdi et compagnie, la souveraineté, c'était la souveraineté sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous apercevoir de quoi? Qu'on peut nous donner la souveraineté sur la terre, quand eux, ils gardent la souveraineté monétaire, c'est-à-dire le franc CFA, c'est-à-dire le dollar. Ils peuvent nous laisser la souveraineté sur la terre. Quand ils nous enlèvent la souveraineté commerciale, c'est-à-dire vous voulez commercer avec l'Iran aujourd'hui, on vous punit. Mais où est la liberté à dire ça? On peut nous laisser la souveraineté territoriale, mais on va nous enlever la souveraineté politique. Les traités que nous avons signés avec l'Union européenne, ou avec le FMI, ou avec n'importe qui, avec la Banque mondiale, nous obligent à perdre de notre souveraineté et laisser la volonté des autres s'appliquer à travers nos mains. Et donc la souveraineté politique, si elle se réduit à la souveraineté sur le territoire, c'est une erreur. Il faut que les jeunes d'aujourd'hui continuent le travail de Ben Mehdi, Ben Boulaïd et de tous les autres martyrs, Haouas, Amirouche, etc., en sachant que si nous devons nous battre pour l'ensemble des souverainetés et que personne ne vienne nous interdire de commercer ou avec la Chine, ou avec l'Iran, ou avec... Nous devons récupérer notre souveraineté monétaire, notre souveraineté politique, notre souveraineté commerciale. Et nous devons la défendre parce que l'Algérie, comme tous les pays du monde, reste aujourd'hui une visée pour les mêmes buts que le colonialisme a poursuivi en 1830. Voilà qui termine donc cette émission spéciale consacrée à l'histoire et à la mémoire. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Bouhamidi. Je rappelle que vous êtes un professeur de philosophie, mais aussi un journaliste. Merci. Merci beaucoup, Hassan, pour ça. Et bien, merci aux auditeurs de nous avoir entendus aussi.
Merci infiniment.